Allez, bonjour à tous, nous nous retrouvons une nouvelle fois chez Régis. Comment vas-tu? Salut Guillaume, bah écoute, ça va très bien. Merci de m'accueillir. Merci. Et nous avions évoqué il y a quelques mois maintenant l'éventualité de parler de ton parcours. Exactement. Et de remonter à la genèse, en quelque sorte. De ton À la parcours. genèse ou à la, ou à la jeunesse? À la jeunesse. Voilà, ouais. Car, au-delà du fait que tu tiens une boutique depuis plusieurs années maintenant, 19 ans cette année. 19 ans maintenant, eh bien, tu as connu peut-être ce que certains qualifient d'âge d'or de l'import. En tout cas en France. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de l'introduire. Ouais, c'est pas faux. Alors, du rétro gaming, Oui, du des rétro débuts gaming. du rétro gaming en France, acheté au Japon. Ouais. Qui est source de fantasmes quand même, parce qu'on n'a pas tous connu cette période. Moi, je l'ai connu en tant qu'acheteur. Bon, je me suis rendu au Japon au milieu des années 2000 ensuite, mais c'était pas d'ailleurs pas spécialement pour les jeux vidéo. D'accord. Et avec le recul, je me dis, mais oui, vous avez connu un âge révolu. Et donc, la première question que je vais te poser, on va pas rentrer dans le détail, parce que c'est quand même des choses un peu privées, mais Ouais. déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans le business des jeux vidéo? J'imagine que c'est ta passion pour les jeux vidéo, bien sûr, mais... Ouais, tout à fait. Alors, je dois quand même rendre hommage à un magasin qui s'appelait Akiba, Akiba. tenu principalement par Stéphane et JB, et un D'accord. petit peu d'autres personnes aussi, André aussi à l'époque et Laurie de mémoire, et qui m'ont fait retomber parce qu'ils vendaient du jeu récent import, D'accord. mais aussi, ça c'est au tout début des années 2000, aussi du jeu qu'on appelait pas rétro, mais des jeux PC Engine. J'ai revu des jeux PC Engine après les avoir un peu zappés, oubliés pendant quelques années. J'en ai racheté. Ça m'a donné envie aussi d'aller faire un tour au Japon, ce que j'ai fait la première fois. J'ai atterri le 1er août 2002. Donc Très ça bien. fait quand même bientôt 22 ans cet Ouais. été. Ouais. Voilà. Et c'est là que j'ai vu que il y avait quand même pas mal de choses sympas à des prix, on peut le dire, aujourd'hui 22 ans plus tard, vraiment donnés Oui. par rapport m'as donné des exemples, à ce que hein. c'était en termes de qualité de jeu, Mm. mais aussi vraiment moins cher que ce qu'on voyait un peu dans les magasins à Paris, même si encore une fois le marché du rétro gaming n'existait pas à proprement dit, et qu'il y avait très peu de magasins Bien sûr. spécialisés, et qu'en plus à ce moment-là, faut bien comprendre que les jeux français n'intéressaient quasiment personne. Vraiment. Et que moi, mes premiers clients ou autres, c'était vraiment des gens qui avaient continué à acheter des jeux depuis les années 90, qui étaient passionnés d'import et qui continuaient. Quand j'ai vraiment ouvert la boutique, mais ça c'est plus tard en 2005, c'était vraiment les prémices du rétro gaming. Bien sûr. Là, quand je te parle de 2001-2002, on ne disait pas rétro gaming, Bien le mot sûr. n'existait C'est pas. une question que d'ailleurs. j'allais te poser. Voilà. Donc c'est Sous forme de parenthèse, c'est que le terme rétro, que certains n'apprécient pas d'ailleurs, mais peu importe, oui, il est apparu peut-être début des années 2000, fin des années 2000. tout à fait. Mais au début, on parlait de quoi finalement? D'import. Ouais, c'est ça. Et D'import on ou de disait, vieux jeux, ou de- je sais pas. ouais, on disait, tu joues au oldies. Oldies, oui, c'est vrai Voilà. que le terme oldies. Moi, je m'en était, souviens très bien. Ah, tu joues au oldies, toi? Ouais. Ouais, moi, je joue au Dans les oldies. magazines, c'est un terme qui était Ah, utilisé. eh ben, je peux te dire qu'aussi entre personnes, sur D'accord. des forums, etc., on disait, tu joues au Eh bien, oldies. réhabilitons cette Voilà, oldies. exact. Voilà, c'est ce magasin-là qui m'a donné envie d'aller, qui m'a fait retomber dans les jeux. C'est le fait d'aller au Japon et de voir qu'il y avait des choses et tout ça, qui m'a aussi donné envie, aussi parce que le métier que j'avais au début me lassait un petit D'accord. peu, et que j'ai décidé de tenter l'aventure, et voilà, parce que c'était aussi la possibilité d'aller régulièrement au Japon et d'être en lien avec le Japon, pays que j'ai adoré et que je fantasmais aussi un peu depuis Club Alors, Dorothée. est-ce que je caricature si je dis que tu as voulu marier ta passion avec ton métier? Ouais, c'est un peu ça. disons qu'avec ma fibre commerciale peut-être que j'avais sur différentes choses, et avec la passion que j'ai eue et que j'ai toujours, et que j'ai beaucoup eu dans les années 90 de gamers adolescents et du Japon en général, voilà, alimenté bien évidemment par les dessins animés du Club Dorothée, etc. Ça, on est très Voilà. nombreux à avoir eu ce parcours-là. surtout, bien sûr. Mais toi, on va dire que tu es allé jusqu'au bout finalement de ta passion en faisant ton métier, ce qui est voilà, tout à fait. C'est aussi une tentative en fait. Il y a des gens qui font ça via le journalisme. Bien sûr. Et il y en a qui le font via la boutique.
Exactement. En quelque sorte. Alors, c'est vrai. Est-ce qu'on peut situer ça dans le temps? Donc, tu disais 2002, premier voyage au Japon, mais totalement. avant, tu étais déjà actif ou tout de suite, tu es parti au Japon très rapidement? Non. Vraiment, non, je pense que c'est vraiment dans l'année 2001 que je me suis remis dans les jeux et que c'est vraiment et j'ai côtoyé aussi quelques personnes, dont certains qui faisaient un peu déjà des allers-retours au Japon. D'accord. Mais pour eux et pour vendre comme ça rapidement. Et c'est vraiment effectivement quand je suis allé au Japon et que en fait j'avais une envie un peu banale que tout le monde pourrait avoir de se dire ah bah je vois des trucs pas trop chers là, ça vaut plus cher ailleurs. Bah je me rembourse juste mon billet, mes vacances en achetant des jeux et en les revendant en rentrant. Parce qu'aujourd'hui ce serait impossible à mon avis de rembourser le billet, mais je pense qu'à l'époque oui. Ne serait-ce que c'était possible, mais il fallait quand même le faire déjà de 1. Oui. Et fallait imaginer et connaître quand même un minimum le marché qui était minime et balbutiant. Bien sûr. Voilà, et fallait avoir aussi accès. Alors les forums, internet et tout ça, c'est là que j'ai commencé en partie. Mais voilà, je faisais aussi du dépôt-vente dans ce magasin Akiba. Voilà, c'était vraiment les prémices de la boutique. Et après, il y a vraiment eu un tournant pour moi aussi que je pourrais t'expliquer. Alors, en termes de déroulement, là ça m'intéresse aussi concrètement. Régis qui se rend au Japon, bah, c'est combien de fois par an? C'est plusieurs fois par an? C'est une fois par an? Une fois tous les 2 ans? C'est quoi la fréquence? Alors faut bien comprendre qu'il y a 2 périodes. Donc il y a avant que j'ai la boutique, avant, donc de 2002 à 2005. D'accord. Et à partir de 2005 où j'ai vraiment eu la boutique, fin 2005, et là, c'est accéléré. Et là c'est accéléré. Donc au début j'y allais 1 à 2 fois par an pour le plaisir. Ce qui est déjà, franchement, à l'époque, ce qui est déjà pas mal. Enfin, on était quelques-uns, mais on était peu nombreux. Ouais, et c'est vrai, comme je racontais l'anecdote tout à l'heure, au premier voyage à l'été 2002, on allait dans des coins un peu plus reculés. Les enfants me prenaient en photo parce qu'ils n'avaient pas vu de gaijin de leur vie. Ça, ouais. Voilà, donc c'était assez atypique et assez surprenant comme attitude. Donc ça prouve que voilà, c'était pas si commun le touriste, il était vraiment pas en masse à ce moment-là. Et effectivement, donc pour répondre à ta question, 1 à 2 fois par an. Et après, à partir de 2005, et ça c'est jusqu'à 2010 vraiment, fin novembre 2010, j'y allais tous les trimestres, donc 4 fois par an, où je partais 2 semaines et demie, 3 semaines, pour faire le plein de consoles et de jeux. Je ramenais, en envoyant des colis, etc., environ 400 jeux de mémoire et une trentaine de consoles, ce qui fait que les gens qui venaient à la boutique quand je revenais du voyage, il y avait l'impression d'être au Japon. Parce qu'il y avait vraiment, et puis c'était bien évidemment toujours excellemment rangé comme maintenant. Et en bon état. Voilà, en excellent état, à des prix défiant toute concurrence. Je vous cite juste un exemple, Agane Super Famicom complet qui était vendu 35 €. Voilà, les gens ne le connaissaient pas. Je devais le faire tester en boutique pour que les gens voient la qualité du jeu et se dire ah ouais ça 35 €, je le prends direct. Voilà. Et pour l'anecdote, c'est un jeu qui se vendait. Ça c'est une anecdote intéressante. On va dire entre 1500 et 1800 yens, donc vraiment pas grand chose. Allez, on va dire autour de 15 € à l'époque. Voilà. Et on essayait, parce qu'il y avait du choix, faut comprendre qu'il y avait du choix à l'époque. Et quand je le voyais à 1500, je l'achetais. Si je le voyais à 1700, je l'achetais pas. Tu vois, donc il faut dire l'état d'esprit de se dire, ah bah voilà, on essaye de trouver, comme il y en avait partout. Vraiment, c'était un peu l'idée. Donc faut comprendre que c'était vraiment une autre époque sur place. Voilà en tout cas une petite anecdote. Et donc, si on revient donc à ce point de départ, tu me disais, vous n'étiez pas très nombreux. Tout à fait. Pas forcément en citant des noms, mais est-ce qu'il y avait d'autres boutiques qui faisaient comme toi, ou vraiment, spécifiquement, pour vous alimenter? Là, tu parles quand j'ai commencé en 2005. Vraiment au début. On était très peu, on était quand même quelques-uns. Il faut quand même comprendre. C'est les gens d'à côté, là, par exemple? Oui. C'est quoi? Il y en a un. Il y en a surtout un auquel je pense. D'accord. Qui faisait ça à ce moment-là. Un deuxième un peu par la suite. Et puis après, c'était dans le sud de la France, où c'était des gens qui avaient juste un site internet. Voilà. Mais en termes de boutique, on était vraiment peu. Et quand même, pour que je finisse sur la genèse, faut bien comprendre que Akiba, ça m'a fait aller au Japon au début. Et après, il y a eu G-Type, et je rends hommage à Stéphane notamment, voilà, qui se reconnaîtra, qui a existé pendant quelques temps, mais avec qui j'ai commencé à travailler, et qui finalement a arrêté son activité pour X raisons. Et moi, je me suis retrouvé du jour au lendemain à avoir déjà créé ma société, à faire uniquement du dépôt-vente chez eux et à vendre à droite à gauche. Moi, au tout début, je pensais être un semi-grossiste. D'accord.
Voilà. Donc tu te déplaçais, voilà, tu travaillais pour les autres. Exactement, voilà. Et c'est quand lui il a arrêté en décembre 2005 qu'il m'a dit écoute, il y a ton stock là et tout ça, on a encore la boutique quelques temps. Est-ce que tu veux reprendre? Donc, moi j'ai pas, entre guillemets, je l'ai fait sans vraiment le vouloir. Ouais. Je me suis mis à vendre, c'était Noël, j'ai plus vendu que je vendais en direct. En fait, quelque part. C'était la suite logique et vraiment ça c'est décembre 2005 et où là j'ai commencé à faire un petit chiffre d'affaires sympa parce que c'était Noël en plus. Et le fruit de ce travail m'a permis moi après de prendre ma petite boutique qu'on a ouvert début février 2006. D'accord. Vraiment. Ok. C'est très précis. Début là, c'est vraiment 18 rue Trousseau et ça c'est les débuts, voilà. C'est ça. Ça c'est les débuts, mais déjà depuis 2005 j'allais régulièrement, plus régulièrement qu'avant au Japon. Donc là ça s'est officialisé en quelque sorte. Voilà. Retro Game Shop, l'enseigne, la petite boutique que certains ont connue, 2006. Bah c'est bientôt ton anniversaire. Exactement. Dans 2 ans. Voilà. Ça fera les 20 ans, effectivement. Voilà. On va dire décembre 2005, 2025, voilà. Ça fera 20 ans. En tout cas, voilà, c'est ça l'histoire. Et moi, j'ai quand même eu un tournant personnel pour finir là-dessus, c'est que c'est en 2004 que j'ai arrêté mon travail qui ne me plaisait plus, j'ai démissionné et que je suis allé passer 3 mois au Japon pour vraiment voir si c'était faisable. Ah oui, t'as fait une étude de marché un petit peu. Exactement, sur place et je vendais à distance, etc. De septembre 2004 à décembre 2004 et c'est donc en février 2005 que j'ai créé la société, mais dans un premier temps pour espérer être semi-grossiste. D'accord. Voilà, et pas du tout avoir une boutique. La boutique s'est faite qu'à la fin de l'année et ouverture février 2006. Voilà pour la petite histoire. Pardon, parce que j'ai beaucoup de questions, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Mais alors, donc, on va démarrer 2002. En 2002, quels étaient les jeux que tu achetais au Japon et que tu procurais en France? Parce que 2002, c'est un petit peu après la PS2, c'est le début de la PS2. Il y avait des gens qui achetaient encore des jeux Super Famicom. Bien sûr. PC Engine. Donc c'était quoi principalement quand tu revenais du Japon? Il y avait, moi je me souviens notamment d'un Last Blade 2 Neo Geo. D'accord, donc de la Neo. Voilà, de la Neo Geo, de la PC Engine, de la Super Famicom, un peu moins de Saturn à ce moment-là. Moi je connaissais moins aussi, j'avoue. Mega Drive. C'était quand même beaucoup axé 16 bits, faut pas se le cacher. Donc plutôt 16 bits. Ouais, Famicom, ça a toujours été très peu, il y avait moins de demandes, les gens n'étaient pas habitués à acheter les Famicom, la NES en import. Non, exactement. Donc c'était vraiment 16 bits principalement, un peu de Game Boy. Voilà, et PS1 Saturn, mais plus à la marge. Ça c'est vraiment 2002. Mais il y avait déjà de la Neo. Il y a déjà de la Neo, C'était vraiment le profil, est-ce que, je sais que c'est compliqué, mais c'est quoi? C'est des gens qui n'ont jamais lâché c'était ça, leur console 16 bits, ou c'est des gens qui sont revenus? Parce que moi, si je donne mon exemple, je vais faire une confession. Voilà, j'ai trahi ma cause. J'ai trahi la cause parce que j'ai abandonné un petit peu le rétro, justement durant cette période 2005. Je suis revenu ensuite. Mais il y a des gens qui n'ont rien lâché, c'est ça. C'est des gens qui étaient toujours sur leurs anciennes consoles entre guillemets. Exactement. Et pour moi c'est principalement ça. D'accord. Parce qu'en plus moi au tout début quand je vendais comme ça, c'était aussi des gens que j'avais contact sur les forums. Donc vraiment c'était des passionnés. Tu peux citer des forums là ou pas? Ouais, bien sûr. J'ai beaucoup été sur Neo Geo Fan. Voilà. Ça date vraiment. On salue. Voilà. Ils sont toujours là. Ouais, c'est vrai. Game Cult. Voilà, je pense que c'était ces deux-là principales. Après, il y a eu Neo Arcadia. Franchement, c'était vraiment ça. Dans ma mémoire, voilà, c'était vraiment les deux. Ah, c'est les vieux de la vieille, on peut dire. C'est les vieux de la vieille, c'était autre chose. C'est très marrant, c'est des bons souvenirs et en tout cas pour des petits dramas aussi parfois. Non bien évidemment. Qui dit forum dit drama. Dit drama, de gros dramas. Moi j'avais pas ma langue dans la poche et puis j'aimais aussi le fait d'être assez libre et de dire ce que je pensais. Donc oui, bien sûr. Il y a des gens qui se souviendront. De manière générale, franchement, des très bons souvenirs. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, les gens, ce qu'ils disent sur les forums et ce qu'ils disent dans la vraie vie, c'est souvent très différent. Il y a même souvent un décalage immense. Oui. D'ailleurs, on pourra citer un exemple, mais on fera ça après. Très bien. Donc, nous en sommes maintenant, on va revenir maintenant à 2006. Voilà. Sauf si tu as d'autres choses à dire. On va peut-être revenir après sur le Japon en lui-même. Voilà. Plus précisément. Mais pour finir sur la boutique, donc 2006, donc tu ouvres ta boutique officiellement, même si tu travaillais déjà dans le domaine. Bien sûr. Est-ce que là, tu as senti que ça commençait à bouillir, le marché, qui est de plus en plus... Parce que
pour moi, 2006, c'est le début de la hype, mais enfin quand même, ça commençait à venir, non? Ou c'est peut-être plus tard? Ouais, alors. Dis-moi. Quand est-ce que tu as senti que y avait une hype? Franchement, non? Moi, j'ai ressenti plus tard avec les jeux français. D'accord. Ah oui. Avec une clientèle plus jeune, que j'estime plutôt à partir des années 2010. D'accord. Et avant, ça restait quand même pour moi très niche. D'accord. Même s'il y avait du monde, je me souviens à l'ouverture de ma petite boutique, on était blindés. La boutique était minuscule, mais il y avait 15 personnes, on était serrés comme ça le premier samedi. C'est un beau souvenir d'ailleurs. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que tu peux avoir plein de monde et vendre assez peu et avoir 3 clients et faire un super chiffre d'affaires. Donc ça c'est drôle aussi de manière générale. Donc pour moi c'était une continuité. Honnêtement j'ai pas ressenti. Non, c'est pas du jour au lendemain. Vraiment, entre guillemets, vraiment pour moi ça restait niche, connaisseur. D'accord. Et franchement, on vendait des trucs super pointus. Vraiment, vraiment. Mais aussi parce qu'au Japon, on les trouvait facilement, en fait. Je faisais diète, et je fonctionnais beaucoup par commande. Les gens me faisaient des listes, cherchaient ça. Et franchement, je trouvais 70% des jeux qui parce que le choix n'avait rien à voir. Et en plus, ils me donnaient des fois plus ou moins un budget. Mais alors si c'était vraiment élevé, je pouvais contacter les personnes en étant sur place. Mais voilà, et de manière générale, j'achetais parce que généralement ce qu'on me demandait c'était assez sympa. Des fois je connaissais pas en toute transparence et en toute humilité. Voilà, et je ramenais quand même parce que c'était cool de ramener. Moi j'ai toujours aimé ramener des choses qu'il n'y avait pas ailleurs. Et ça démarquait un peu ma boutique. T'apporter une valeur ajoutée. Ouais, voilà, c'était une manière de me démarquer et de dire, putain, ça, il le trouvera que chez moi, le gars, même si ça va intéresser 2 gars sur 100. Et tu avais toujours comme ça ton petit écran, ta console dispo, où tu laissais, parce que oui, c'est une de tes spécificités. Alors, je pousse pas les gens à venir pour ça. Mais c'est vrai que, non, moi, j'ai toujours fait tester les jeux et ça me tenait à cœur, tout comme, attention, l'idée de départ de la boutique, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'était de faire du libre service comme au Japon. Alors, les jeux au Japon sont pas dans les boîtes. Mais voilà, de faire du libre service en grande partie, sauf pour les jeux très rares, pour que les gens puissent voir de manière autonome l'état des jeux. Moi, ça m'a toujours saoulé dans les boutiques. C'est le dernier à faire ça. Voilà, ça m'a toujours saoulé dans les boutiques de devoir demander à un vendeur qui t'ouvre la vitrine, de se sentir un peu obligé d'acheter, de pas être sûr et tout ça. Là, le client est libre. Et nous aussi, on avait les libertés, voilà, de discuter, mais pas de toujours. Je pense que je suis le dernier à faire ça. C'est pour ça que j'ai une boutique plutôt petite. Et que, alors, beaucoup de jeux ont pris de la valeur, donc il y en a beaucoup dans les vitrines maintenant, mais il y en a encore pas mal, voilà, en libre service. Et de manière générale, voilà, ça c'est ce que j'appréciais. Et en complément de ça, on faisait tester les jeux, pas sur toutes les consoles, mais souvent. Et j'aimais faire découvrir, et sache aussi, en toute honnêteté, que c'était un argument de vente, parce que les gens ne connaissaient pas une partie des jeux pour ramener du Japon. Tu parles d'Agane. Agane en 2006, je te garantis que les gens ne connaissaient pas. Et tu fais tester Agane, on te dit que c'est complet 35 balles vu la qualité du jeu. Fais, je prends. Voilà, c'est exactement ce qui se passait, vraiment. On est d'accord. Écoute, est-ce que je peux me permettre juste une parenthèse technique? Est-ce qu'on est bien sûr que ça filme? Je suis désolé de poser cette question, mais ce serait dommage. Ça finit. Oui, c'est super. Désolé pour les gens qui nous regardent, voilà, mais du coup, très bonne transition parce que maintenant j'aimerais passer au Japon lui-même. Alors, tout à fait. Donc, on se doute que le Japon de 2000 n'est plus le Japon de rien à voir. 24. Mais est-ce que tu peux du coup nous le décrire? Tu disais en gros, les gens te regardaient peut-être avec des. Ça, c'est quand on était dans les endroits plus reculés. Bien évidemment que dans les grandes villes, il n'y avait aucun souci. L'anecdote globale, c'est que les gens parlaient très peu anglais. Oui. Vraiment très peu. Ils sont toujours aussi nuls. Hein. C'est vrai, mais même dans des restaurants, même si je devais pas avoir un bon accent, ils comprenaient pas le mot eau, quoi. Est-ce que je peux avoir de l'eau, tu vois? On pouvait galérer avec des jeunes qui étaient aussi un peu stressés peut-être d'avoir affaire à des étrangers. Bien sûr. Voilà. Et sinon, pour vraiment parler, il y avait beaucoup plus de magasins de jeux. Le choix était vraiment conséquent. Mais moi-même, je découvrais plein de choses, quoi. Je dis, c'est quoi ça? Il y avait un choix de console. Si tu retrouves des photos, il faudra peut-être agrémenter ta vidéo de ça. Vraiment, c'était... Et en même temps, c'est très drôle parce que j'ai l'anecdote de quand je suis arrivé le premier jour. Alors, ce qui est très drôle aussi, c'est quand tu mets les premières fois les pieds au Japon, en plein été. La chaleur. Ouais, la chaleur. En plus, moi, il pleuvait.
il faisait très sombre et à 16h en plein milieu de l'après-midi, mais il fait quasiment nuit. C'est quoi ce délire? Et officiellement à 17-18h il fait nuit. C'est ça. Voilà. Et donc ça, j'ai trouvé ça très marrant. Arrivé. Ça t'a marqué, c'est marrant. Ouais, ça m'a marqué parce que c'est la première fois moi que j'allais en Asie. Ça m'a vraiment marqué qu'en plein été il fasse nuit à 18h et en plus très sombre en milieu d'après-midi parce qu'il y avait un orage. Et petit tour autour de l'hôtel et tout ça. Déjà, je trouve un magasin qui vend de la Super Famicom. Je trouve ça drôle, je fais génial. Et petit tour à Akihabara, on n'était pas loin. L'idée, c'était quand même de visiter Akihabara, forcément, en plus de tout le Japon. Et là, t'es perdu. Parce qu'il y a quasiment rien d'indiqué. Et moi, je me rappelle. Ouais, pardon, vas-y. Vas-y. Et je me rappelle juste que le premier magasin qu'on a visité, j'étais avec ma femme à l'époque. C'est un Liberty qui doit encore en partie exister, la chaîne des magasins Liberty, parce que eux ils marquaient game en anglais, voilà, et pas vidéo game en japonais, voilà. Game pardon. Parce que ce que je voulais dire, c'est une évidence, mais à l'époque, ils rencontraient, j'imagine, très peu de gaijin. Déjà, de base déjà, mais en plus, quand même, dans les boutiques. Oui, bien sûr, ils avaient. Mais il y en avait parce que sur la masse de touristes, et il y avait quand même des touristes, il y en avait. Mais oui, et peut-être qu'ils achetaient pas autant qu'un gars qui va revendre. Voilà, ça c'est vrai. Parce que juste petite parenthèse, évidemment, parce que j'anticipe ce qu'on va nous dire, et évidemment des boutiques qui faisaient de l'import, même avant 2000, il y en avait. Évidemment. On est d'accord. Mais là, on parle. J'ai bien dit tout à l'heure qu'on était quelques-uns à le faire quand même. Mais là, on parle de boutiques qui achetaient du neuf, qui achetaient des jeux qui sortaient. Là, on parle, c'est une petite parenthèse. Ah oui, moi j'achetais que du rétro. Là, on parle de rétro, les mecs. C'est pour ça qu'on dit qu'ils étaient peu nombreux, ils étaient pionniers. C'était sur ce créneau-là. Parce que bien sûr, il y avait Sunrise, évidemment, parlais. Il y avait Shoot Again, bien sûr. Tout à fait. Mais effectivement, eux, ils apportaient du neuf. Bien, c'est autre chose. Et comment ils avaient un peu de ce qu'on appelle maintenant rétro, parce qu'ils rachetaient des trucs aux clients. Oui, mais c'était d'occasion. Exactement. Parce que là, on parle vraiment d'une époque où il y avait la PS2, les mecs. La PS2, 95% des gens, dont moi, on a été passé tout à fait. Mais il y avait effectivement encore des personnes. Donc du coup, sur place, alors tu me parlais de tickets de caisse qui font 2 mètres de long. Là, ouais, exactement. Ça, c'était très drôle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur place, et ça, c'est quand j'y suis retourné aussi à d'autres voyages après, c'est que bien évidemment, tu avais Akihabara qui reste le quartier des jeux. Mais si tu cherchais des jeux moins chers pour effectivement pouvoir les revendre moins cher que les jeux chers dans Akihabara, parce qu'attention, il y avait quand même déjà des jeux chers. Mais je vais te citer un autre prix qui me revient en tête que j'ai vu très souvent. Un Jackie Chan PC Engine, c'était entre 1000 et 1500 yens. Donc entre 7 et 12 euros. Mais en France, ça se vendait une trentaine d'euros. Tu vois, peut-être 25, 30, 35. Voilà, mais effectivement, tu pouvais aller dans des magasins plus loin en banlieue pour aller chercher des jeux moins chers. Alors, tu avais pas forcément tous les hits, etc. Mais c'était une démarche, et là, c'était très compliqué parce qu'il faut bien comprendre qu'il y avait 0 GPS à l'époque. Tu donnes des exemples. Voilà, et que moi, j'ai réussi à trouver des choses en communiquant avec des amis japonais que je m'étais fait sur place et lors de voyages. Qui checkait le net en japonais, voilà, et qui après me faisait des plans, parce qu'il faut bien comprendre que les magasins dont je parle, qui moi m'ont beaucoup aidé, comme dans chez exactement, il y a de ça, voilà. Et donc c'est 1 heure du centre de Tokyo en train, et après arriver à la gare dans la petite pampa, dans la banlieue vraiment lointaine qu'on pourrait appeler aujourd'hui la Seine-et-Marne. Moi j'allais beaucoup dans Chibaken, qui est donc la préfecture, voilà, la grande banlieue, voilà. Et t'arrivais là-bas et fallait encore remarcher 40 ou 45 minutes. C'est ça. Et des fois, ce qui est très drôle, moi, une de mes anecdotes que j'ai beaucoup aimé, c'est que des fois, ça c'était le soir. Parce que les magasins en banlieue souvent fermaient à minuit, voire 1 heure du matin. Parce qu'il faut bien comprendre que ces magasins-là qu'on trouvait, ils faisaient pas que du jeu vidéo. Ils faisaient du jeu récent, du jeu ancien, mais ils faisaient aussi beaucoup de DVD de cul, etc. Donc ça marchait le soir. Et c'est d'ailleurs là que j'ai vu la première fois où t'avais devant le comptoir des rideaux pour pas que le client qui achète un DVD X soit identifié pour garder sa discrétion. Ça m'a fait marrer, ça c'est encore une anecdote. Mais donc du coup, pour finir là-dessus, tu te retrouvais à 11h30 le soir, minuit, au fin fond de la pampa, chargé de jeux et de consoles, à devoir remarcher 30 minutes ou 45 minutes
et pour après reprendre le train. D'ailleurs, c'était plutôt 11 heures parce que j'avais peur de louper les derniers trains. Mais du coup, c'était voilà, c'était une ambiance extraordinaire. Ça avait rien à voir avec le centre de Tokyo, beaucoup plus ville, etc. C'était vraiment la campagne par moment. Et j'ai des super souvenirs. Et moi, j'ai une chaîne de magasins. J'essaierai de retrouver, comme on l'a parlé tout à l'heure, à la fois les tickets très longs parce que j'achetais beaucoup dans ces magasins-là, et à la fois la carte de fidélité qui s'appelait Megaz, qui a disparu après, qui a été repris par une chaîne de magasins dont j'ai plus le nom en tête, et qui avait franchement des prix incroyables. Pour l'anecdote, je citais des jeux Neo Geo à 50 yens. Alors tu pouvais en trouver pas cher dans Akihabara, mais c'était quand même souvent 200-300 yens. Oui, voilà. 50 yens, c'est quand même pour la conversion 35 centimes. Spécial, ouais, Fatal Fury spécial, Art of Fighting 2, Samurai Shodown 1 et 2, World Heroes 2. Voilà, c'était beaucoup. Alors que si tu te déplaçais plus loin, peut-être tu pouvais trouver des jeux moins connus, moins vendus. Ça reste. Alors, comprends quand même que dans les magasins, quand même excentrés comme ça en grande banlieue, c'était quand même beaucoup les classiques. Il y avait aussi d'autres jeux par moment. Et tu te souviens pas comme ça de... Bon, si, moi je me rappelle acheter des coffres. Acheter des coffres, je sais pas, qui pouvaient coûter 5000 yens dans Akihabara, et là c'était 2000. Tu vois, ça fait quand même une sacrée différence. Voilà, moi j'ai l'anecdote de Neo Geo. Alors c'est pas moi, on lui rendra hommage plus tard dans la vidéo. Enfin hommage, un petit clin d'œil. Moi j'ai trouvé de la Neo Geo à 3980 yens en boîte, donc soit 30 €. Voilà, 30 € la Neo Geo en boîte, mais fallait loin. Donc, et ramener une Neo Geo et même t'en acheter 2-3, c'était compliqué. Il y a des gens qui ont trouvé à 1980 yens, encore moins cher, voilà, soit 15 € à peu près. Maintenant c'est quasiment 50 fois plus cher. Exactement. Donc ça c'est très drôle. Voilà, il y avait vraiment des jeux, mais il faut bien comprendre. J'imagine aussi peut-être. Il y avait encore des scellés. Ouais. Il y avait des scellés, mais peut-être sur des consoles un peu plus récentes. D'accord. PlayStation, Saturn un peu Dreamcast. Enfin Dreamcast forcément. Là, si on parle des débuts 2000, c'était tout récent. Mais voilà. Et faut bien comprendre aussi que les mecs les vendaient pas plus que ça à ces endroits-là. Parce qu'il n'y avait pas d'effervescence du rétro. Oui, il faut... Quelque part, moi j'avais un peu le côté précurseur, mais encore une fois avec d'autres personnes, à être quelques-uns, à aller choper ces jeux-là. Je me rappelle... Peut-être à te déplacer. Parce que... Ah ben bien sûr. Et à faire la démarche d'aller loin, parce que des gens, effectivement, qui allaient au Japon, des boutiques, il devait y en avoir. Par contre, des gens qui allaient en banlieue, peut-être moins. De faire bien sûr, parce que c'était du temps, et en même temps, moi je le faisais parce que c'était un kiff. C'était un kiff, et bien évidemment qu'il y avait un intérêt financier, on est d'accord. Mais c'était un plaisir. Mais il y a le côté cherche voilà, aventure. C'était vraiment le côté aventure qui m'a vraiment... Chasse au trésor. Voilà. Moi je me rappelle d'un autre endroit où je logeais chez quelqu'un en banlieue, vers Kawasaki de mémoire, en banlieue de Tokyo. J'étais en vélo et pareil, il y avait deux enfants qui jouaient au ballon. Ils m'ont vu passer, ils ont arrêté, la balle est tombée par terre, mais vraiment. Dans les films, et ça c'était, il y a eu un ralenti. Il y avait une coupe du monde de foot, enfin une coupe de foot, ça devait être 2003-2004. Et oui, exactement. Et je me dis putain, c'est du délire. Et parce que j'étais un peu perdu, voilà, j'essayais de trouver au hasard des magasins. Là, c'était un délire que je m'étais fait. Mais voilà, c'est des anecdotes comme ça, et de se retrouver aussi en vélo, en pleine nuit, perdu. Putain. Et en même temps, c'est génial. Parce que voilà, c'est... Oui, parce que le Japon, évidemment, est totalement safe. Il y a pas de voilà, que les gens, quand même, si t'allais vers eux... Alors, le problème, c'est qu'ils parlaient très peu anglais. Donc, fallait parler quelques mots de japonais. Et après, avec les années, j'ai réussi. Mais voilà, c'est vraiment ce côté aventure. Ça va, et tu savais jamais ce que t'allais trouver. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. Mais j'ai envie de dire que moi, j'ai fait aussi des belles trouvailles en me déplaçant hors de Tokyo, en allant au sud. Moi, j'ai beaucoup aimé, pour l'anecdote, on peut la citer, aller faire aussi la chaîne de magasins très connus Mangarake, qui est beaucoup connu à Nakano Broadway, voilà, mais qui sont aussi un peu partout dans d'autres villes. Et il y avait une ville très sympa qui était juste avant Fukuoka, qui s'appelle Kokura. D'accord. Et là, je me rappelle avoir dévalisé totalement le magasin, avoir trouvé une Dreamcast édition collector argentée. Je sais pas si tu vois les Dreamcast là, qui vendait au prix d'une Dreamcast normale, soit 3000 yens. Voilà, et que le gars, on était tellement chargé, pourtant on était deux.
à revenir du magasin que le gars, le responsable du magasin, est venu m'aider à porter les colis jusqu'à la gare TGV. Ah, ouais. Bon, c'était pas très loin, c'était 10 minutes à pied, mais c'est quand même vachement sympa. Ouais. J'en ai une autre anecdote aussi, où le gars, je l'ai dévalisé pas mal en jeu Neo Geo, c'était le responsable. Et là, j'avais acheté, je me rappelle, 4 World Heroes Perfect Neo Geo, 4 Samurai 4 Neo Geo et plein d'autres choses. Et c'est marrant, il avait du Mark of the Old, mais il fait non, ça je fais pas de prix dessus, parce qu'à Kabara c'était le prix. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça très drôle, le mec savait. Oui, et les autres, il était content de les déstocker, donc il avait fait un prix. Et là, j'avais, je sais pas, une trentaine de cartouches Neo Geo, 3-4 consoles et d'autres jeux. Et il est venu à 10 minutes à pied aussi, au post office à côté de son magasin, pour que je puisse faire les colis et dégager, parce que humainement c'était impossible de porter tout ça. Donc ça, c'est aussi des anecdotes vraiment sympas, à la fois du relationnel avec les Japonais et en même temps de se dire bah il y avait un côté débrouille, mais débrouille fun quoi. Parce qu'on rappelle aussi à l'époque, quoi qu'on dise des gaijins qui dévalisaient entre guillemets les boutiques, mais ça les arrangeait aussi. Bien évidemment. En quelque sorte, parce que bien évidemment, la boutique c'est fait pour ils tourner. Étaient très contents, mais bien sûr ils étaient contents. C'est en ça où des fois après j'ai vu que oui, parce qu'on dit maintenant, oui, les gaijins, bon. Mais même longtemps, ça fait longtemps que j'entends ça. Ils voulaient pas, il y a des fois, ils veulent pas vendre plus d'un exemplaire quand ils déstockent un jeu neuf, par exemple. Un deadstock ou autre. À telle personne, oui, ça a été vrai, mais pour moi, à la marge, et tu as totalement raison, c'était des magasins. Ils étaient avant tout là pour faire du business. Ils étaient bien contents de larguer les jeux, même des fois en plusieurs exemplaires. Et encore une anecdote que ça m'amène, c'est que moi, c'est marrant, j'ai rarement pu négocier, voire quasiment jamais, par rapport à un volume d'achat. Ça n'en a rien à foutre que tu achètes 10 balles ou 1000 balles. Voilà. En revanche, si tu regardais les jeux un par un, c'est ce que je faisais, ça prenait beaucoup de temps, et tu dis, là, il y a une rayure, là, l'état est moins bon, là, il voulait bien faire un geste. Ça, c'est très drôle. Sur le côté sensible à l'état et quelque part au côté service de la qualité de ce qu'ils vendaient. Donc t'achetais 1000 € au lieu de 50 €, rien à faire, on te fera pas de prix. Par contre, tu me montres que ta cartouche est un peu rayée, ton CD est un peu rayé, là je veux bien te faire un prix. Donc ça c'est très marrant dans la mentalité. C'est vrai. Et mais du coup, ça obligeait à passer du temps à fouiller dans les rayons pour voir ce que tu voulais et à tout faire sur toutes les consoles. Ça devait prendre du et temps après, repasser des fois 1 heure, parce que ouvrir chaque jeu, faut qu'ils aillent le chercher derrière, te le montrer que ça, et moi checker, et après dire et faire une pile. Ah bah cela, il y a ça, vous voulez bien faire un geste. Voilà. Mais c'était drôle. En même temps, c'était génial. J'imagine à quel point ça devait être chronophage, parce que c'était chronophage. Même moi l'année dernière, quand je suis allé au Mandarake par exemple avec Kerbala, alors qu'on sait que les stocks n'ont rien à voir avec les 2000, j'aurais pu passer toute la journée totalement dedans, alors que on sait qu'il n'y a plus autant de stocks qu'à l'époque. Il y a encore des très belles choses, il y a encore des belles choses, souvent de prix. Donc j'imagine à l'époque, il y avait vraiment. Alors tu restais combien de temps dans une souvent, boutique où honnêtement, 2-3 heures. Oui, c'est ça. Ah ouais, vraiment. Donc t'avais le gaijin. Voilà. Ah ouais, clairement. Et des fois, ils se demandaient. Et puis j'étais là, des fois, je m'asseyais, j'en pouvais plus, j'étais fatigué, quoi. Là, j'étais accroupi et tout ça. Surtout si avant, tu t'étais tapé 3 km, 5 km. Bah, souvent, c'était franchement, 1 heure de train et on va dire 45 minutes de marche. Mais en même temps, c'était génial parce que t'atterrissais à des endroits où il n'y avait pas de gare. Et tu dis voilà, c'est marrant parce que moi cette chaîne de magasins là, notamment Megaz, elle était souvent en bord de voie rapide. Et les gars ils étaient en voiture, qu'est-ce qu'ils font Gaijin, enfin c'est drôle quoi. Mais moi aujourd'hui, moi c'était plutôt sur les book-off. Ouais, bah, c'est le même esprit, c'était le même genre d'endroit. Book-off, bien évidemment. Là, quand tu vas en banlieue, c'est effectivement. C'est le même genre d'endroit. Voie rapide, à coller. Et puis généralement, tu sais, les trottoirs japonais, ils font 50 cm. Tout à fait. Donc, t'es à 2 doigts de te faire renverser à chaque fois. C'est vrai. Et effectivement, tu te sens complètement largué dans des endroits que tu connais pas. Ah, mais c'est ça aussi qui était beau. Mais voilà, c'est ça qui est drôle, on est quelques anecdotes. J'aimerais juste revenir aussi, pas très longtemps, mais tu disais oui, tu avais des concurrents, mais enfin malgré tout, vous vous rencontriez parfois. Ouais, c'est vrai. Donc tu disais parfois on prenait du exactement. Bon temps ensemble, on prenait. T'étais exactement. Ouais. Bon, je sais pas. Non, mais bien sûr. Ce qui arrivait souvent, c'est qu'on se croisait dans la Kabara et qu'on faisait concurrence. Tu leur donnais des croche-pattes ou pas? Non. Et puis il y en a qui vivaient sur place, ils étaient beaucoup plus à l'aise, qui parlaient japonais, etc. Moi, j'étais l'outsider. Voilà, mais vraiment, moi, il y a des gens que j'ai vraiment appréciés. Je pense à Vincent notamment.
voilà, que j'ai rencontré qui vivaient sur place, et beaucoup d'autres moins, etc. Mais c'était drôle parce qu'on avait des choses à se raconter, parce qu'on vivait les mêmes trucs. Parfois, on avait même, on faisait même quelques deals ensemble. Je pense à Benjamin. Benjamin, maintenant, chez Pixel Love, BNRGB, voilà. Avec qui j'ai une anecdote. On faisait ensemble les magasins un dimanche soir dans Akihabara. Et souvent, derrière le comptoir, ils avaient des jeux qui venaient de rentrer. Comme tu peux voir aujourd'hui, si tu vas à Bukov à Paris ou autre. Voilà. Et il y avait un petit jeune qui faisait un baito. La veille, il pouvait travailler au McDo. Il était là, il connaissait rien au jeu. Et il me sort un Magical Chase PC Engine. Et je lui dis, bah, c'est quel prix? Et il me sort le prix de rachat. Parce que c'était les petites étiquettes post-it en couleur en long. Trompé, alors. Voilà. Il m'a sorti 6 000 yens pour ce jeu qui était vendu 12 à 15 000 yens. Je fais, je prends. Voilà. Donc c'est très marrant. Voilà. Il a dû se faire engueuler après. Mais il me l'a vendu au prix de rachat. Voilà. J'avais une autre anecdote aussi. Et je finis après sur les concurrents. Il y a un magasin où on se retrouvait beaucoup qui était la chaîne de magasins Softmap. Il faut savoir que c'est un peu une Fnac pour là-bas. En fait, ça vendait tout récent. Et ce magasin Softmap, il faisait beaucoup de rétro, mais ils étaient beaucoup restés à des anciens prix. Il y avait beaucoup de bonnes affaires, sauf qu'ils rechargeaient en fonction de ce que le comptoir de rachat au dernier étage achetait. Et donc l'idée, c'était qu'à n'importe quel moment de la journée, ils pouvaient recharger en stock rétro. Et donc nous, je me rappelle d'un dimanche après-midi, on s'est retrouvés à 4 à fouiller à l'étage. Et moi, j'avais trouvé un Musha à l'Est Mega Drive. Tiens-toi bien. 280 ou 480 yens. À ce moment-là, ça va être 3000 yens. Ça va être 3000 yens, donc c'était quand même beaucoup moins cher. Maintenant, ça vaut bien plus. Voilà, c'était rien et c'était drôle. Mais ce qui est très marrant, c'est que moi, j'aimais beaucoup, comme j'avais la chance de loger à côté d'Akihabara, je revenais souvent le dimanche vers 18h. Et 18h, il pouvait être ressorti. Moi, je me rappelle être reparti avec une Hitachi Saturn qui était pas là à 16h. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très drôle de se dire que selon les moments de la journée, il y avait à l'ouverture, il y avait le midi et il y avait en fin de journée. C'était pas tout le temps, mais c'était plus le week-end parce qu'ils rachetaient plus le week-end. Voilà, comme beaucoup de magasins tournent plus le week-end comme chez moi. C'est ouvert le dimanche. Ouais, voilà, c'est ouvert le dimanche, bien évidemment. Et donc ça, c'est très drôle de se dire, ah ok, tu étais à 16h, il y avait rien, le concurrent a rien trouvé. Toi, tu viens à 18h, par contre, tu ressors les bras chargés de trucs super intéressants. Donc ça, c'est des super anecdotes. J'ai adoré, voilà, c'est un peu cette quête chasse au trésor. Et de trouver vraiment des belles trucs. Je me rappelle avoir trouvé de la Neo Geo, de la PC Engine Duo, mais allez, peut-être pas 2 fois moins cher, mais pas loin que dans le Super Potato d'à côté. Voilà, donc ça c'était drôle. Super Potato, ça a toujours été cher ou pas? Ça a toujours été cher, mais il y a toujours eu pas mal de choix, donc on y allait quand même et on ramassait certains trucs bien choisis. Parce que c'est devenu un musée maintenant. C'est devenu un musée, et moi j'ai trouvé que sur la fin, donc plutôt 2010, comme les prix ailleurs, ça il faut le raconter aussi, mais laisse-moi juste finir sur l'anecdote. Donc avec les concurrents, on se rencontrait, on pouvait boire un café au Segafredo au bout d'Akihabara, pour ceux qui connaissent. Voilà, et c'est vrai que je me souviens notamment d'une belle soirée avec ceux avec lequel on avait le plus d'affinité. À Roppongi, ça devait être, laisse-moi réfléchir, aussi avec des Japonais, en 2009. On s'est bien éclaté. Et voilà, c'était sympa de voir un peu le microcosme et c'est les gens qu'on connaissait, c'était une belle ambiance. Monsieur, on est occupé. Et donc voilà, donc ça c'était sympa, même si on restait concurrents, faut pas se le cacher. Voilà, et donc pardon, tu avais une autre question. Non, alors du coup je vais rebondir sur les concurrents, je suis désolé, mais je peux pas m'empêcher de parler de ça. On sait qu'aujourd'hui, semble-t-il, les Français n'ont pas toujours très bonne presse. Moi, j'avais entendu qu'avant que j'arrive, il y avait eu des vols. Alors, dans les magasins, possiblement par des Français, mais je sais pas qui de toute façon, et puis ça m'intéresse pas. Voilà, mais oui, l'histoire du Metal Slug qui a été vendu, par exemple. Ah oui, alors après, voilà. Est-ce que c'est des choses que tu as, sans citer de nom encore une fois, mais est-ce que tu as été témoin de ce genre d'arnaque? J'ai pas été. Non. Alors, j'ai été témoin sans m'en rendre compte du Metal Slug, c'est vrai. Pour la petite anecdote, puisque je me souviens très bien être dans le magasin Softmap, justement. C'est vrai. Il faut comprendre qu'ils étaient moins spécialisés. Donc les gens qui étaient au rachat étaient moins connaisseurs. Pas comme dans un Mandarake. Mandarake, d'ailleurs, je fais l'erreur. Donc effectivement, je me rappelle une fois avoir vu 3 ou 4 Metal Slug 1. Ce qui rétrospectivement, quand j'ai appris l'arnaque,
pour laquelle Oui, j'étais ça absolument t'a pas c'était pas possible. Oui, c'était pas possible. Voilà. C'est en fait, c'était pas possible. Le jeu est trop rare, qui était vendu à l'époque, je me rappelle, parce qu'on n'en achetait pas, c'était trop cher, qui devait être vendu 15 000 yens. Non, 150 000 yens, pardon, l'équivalent de 1200 euros. Alors ça, je pense que c'est plutôt 2008-2009. Voilà, comme ça, de mémoire. Voilà. En tout cas, oui, j'ai été témoin de ça, de me dire, ah, en bas d'une vitrine sur la tranche, je reconnais, il y a 3 ou 4 Metal Slug 1 en même temps. Impossible. Voilà. C'était juste pas possible par la rareté du jeu. Donc il y avait forcément des faux dans le lot. Donc voilà ça. Et après, moi, l'autre chose que j'ai entendu, c'est qu'il y avait eu des vols dans les magasins. Pour ça n'a rien à voir par avec des étrangers. Non, ça c'est autre chose, ouais. voilà. Mais ça peut relever de la mauvaise attitude et possiblement des Français. Moi, encore une fois, j'ai pas eu de témoignage, voilà. Après, j'étais pas là-bas toute l'année. J'y allais 2 semaines et demie, 3 semaines par an, donc l'équivalent d'un mois et demi. Donc c'était cool, c'était génial, mais voilà, j'étais pas au courant de tout ce qui se passait. Oui, t'étais dans le rush. Ouais, et puis moi j'y allais pour rentabiliser mon voyage. Après, sûr, donc mon délire c'est ça. Quand je te parle là d'une sortie sympa, une soirée, j'en ai peut-être fait qu'une ou deux. En vrai, à part des restaurants ou autres, mais voilà. Donc quand même, l'idée c'était de rentabiliser un billet qui coûtait cher, des nuits d'hôtel qui coûtaient cher, et des frais d'envoi qui coûtaient quand même aussi. Et faut bien comprendre que même si là-bas les jeux étaient pas chers, ils se vendaient pas du tout les prix de maintenant. Quand je donne l'exemple d'à gagner 15-35 euros, voilà, c'est pas à gagner qui vaut aujourd'hui 250-300 euros. Donc voilà, une autre anecdote toujours sur ce à gagner là. Il y a la chaîne de magasins donc Mandarake qui en avait beaucoup en loose, qui déstockait son prix de départ, c'était 630 yens, je m'en souviens vraiment. Et ils en avaient tellement qu'ils avaient passé à 315 yens. Moi j'en avais racheté, et après un collègue qui était là sur place, plus tard pour un voyage, parce qu'il faut bien comprendre que moi je suis allé jusqu'à 2010 et après on achetait pour moi des choses, et il me dit tu veux des à gagner à donc 5 euros à gagner loser. Voilà, aujourd'hui moi même ouais, mais au taux de change à peu près 4,70, voilà, quelque chose comme ça. Et voilà, 315 yens, ça faisait 2 euros et quelques, voilà. Voilà, et je fais non, j'en ai encore 10 en stock, j'en veux pas. Donc j'ai refusé une dizaine d'à gagner à 5 euros pièce. Bon voilà, c'est drôle, voilà, sachant qu'aujourd'hui un loose doit coûter quand même un loose 70-80 euros, peut-être 100 euros, voilà. Je sais pas, c'est pour ça que j'en ai pas eu, mais grosso modo. Donc c'est très drôle de se dire qu'on est beaucoup aussi conditionné par son contexte. Bien sûr, bien sûr. Ça paraissait normal, c'était le prix normal. À l'époque. Voilà, si j'avais su, j'aurais dit prends tout. Et moi, j'ai vraiment vu un tournant, peut-être pour finir sur les anecdotes. Oui, alors j'aime bien du coup ce tournant-là quand même. Pour moi, le tournant, il faut savoir qu'à chaque voyage, j'achetais une PC Engine GT au moins et une LT. LT qui est devenue très très rare. Voilà. Et à partir de 2008, j'ai pas réussi sur un voyage, fin 2008, je m'en souviens très bien, à acheter une LT, et j'ai commencé à me dire, ouais, là je trouve que ça commence à se raréfier. Il faut bien comprendre encore une fois l'état d'esprit dans lequel on était. C'était pas rare, il y avait entre guillemets, il y avait des trucs rares bien sûr, mais il y avait normalement du choix. Voilà, là, j'aurais pu me dire, c'est le moment d'acheter beaucoup de choses en prévision de, mais vraiment moi 2008 et puis après 2010, 2010-2011, les prix ont commencé vraiment à augmenter. Et le rétro gaming a commencé pour moi à vraiment exploser, à la fois le côté pâle, mais le côté Jap aussi qui devenait de plus en plus rare, puisqu'il a été entre guillemets pillé par des gens comme moi et d'autres. Après, voilà, on est tous encore une fois, responsables. on est tous responsables, et certainement des gens comme moi plus, mais encore une fois, ils étaient très contents de les vendre. Moi j'ai toujours été faut pas clair se leurrer. là-dessus. Moi je pense qu'on est tous responsables de la hausse des prix, du simple fait qu'on achète. C'est l'offre et la demande. Voilà. En plus, il y a des youtubeurs, parce que moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un lien quand même avec la hausse des prix, et en tout cas, l'attrait du rétro gaming, et puis l'explosion des chaînes YouTube. À mon avis, il y a forcément un lien aussi. Oui, mais totalement. Il y avait les forums, bien sûr, mais les forums, bon, c'était un petit milieu. Oui, bien sûr. Moi, les vidéos, notamment des vidéos, moi, il y a un moment donné, alors là, c'était plus sur les jeux français, même sur les mers, on parlait beaucoup des vidéos du Junior de Grenier. Voilà, sur les clients plus jeunes quand même, mais voilà. Donc, bien sûr que ça a participé. Et je trouve aussi, pour l'avoir moins vécu, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après moi, de 2011 à 2015 ou 16, on m'achetait régulièrement des jeux. Mais j'avais plus le pouvoir de se... Et j'y allais plus, pour différentes raisons personnelles et autres. Ah, c'est quand même, faut s'organiser quand même. Faut s'organiser, j'ai eu des enfants, bref, etc. Il y a eu Fukushima qui m'a un peu refroidi sur le coup aussi, faut être honnête, mars 2011.
Voilà, pas tant de ce que doit, mais ce que tu allais manger sur place. C'était ça un petit peu mon inquiétude. Voilà, et donc on m'achetait des choses, et après ça s'est arrêté naturellement 2015, je crois. Et je pense que pour les gens qui habitent là-bas ou qui ont suivi ça de près, j'espère en tout cas qu'ils ont ressenti la même chose. Il y avait beaucoup moins de choses dans les magasins. Et je pense que les magasins là ont compris que s'ils voulaient continuer d'avoir du stock, il fallait racheter plus cher et à se mettre entre guillemets une cote un peu plus internationale. Bien sûr, ben oui. Voilà. Et je pense qu'à partir de 2016, vous avez vu vraiment des prix plus élevés, mais du coup de nouveau plus de stock, parce que les politiques de rachat, eux comme ils ont leur jeu, ils rachètent aux clients japonais, point barre. Et vous avez des listes. Là j'ai une liste d'ailleurs que j'essaierai de montrer après. Voilà, de l'époque. Où voilà, il y a des jeux qui valaient rien, qui tout de suite sont rachetés 30 000 yens, quoi. Voilà, donc ils incitaient les gens en rachetant plus cher, mais derrière en vendent beaucoup plus cher. Et pour moi, voilà, à partir de 2016, pour vraiment un magasin être rentable, payer tous les frais, après pouvoir les vendre, parce qu'il faut bien comprendre que oui, tu peux faire une marge, mais tout se vend pas du jour au lendemain. Il y a des jeux, moi, que j'ai gardé 1 an ou 2 en stock avant de les vendre. Que tu as toujours. Et des jeux que je garde plus que ça, voilà. Et des fois, des jeux qui partent en une semaine ou dans la journée. Mais voilà. Donc, c'était plus très rentable. Voilà. Et ce qui fait que, en même temps, le marché du jeu français ou européen, en tout cas, s'étant beaucoup démocratisé et en achetant pas mal de choses ici aux clients, en fait. À partir de ce moment-là, j'ai fonctionné avec quelques commandes au Japon sur des choses précises. Mais plus en y allant moi personnellement ou en ayant quelqu'un, voilà. L'essor aussi, des proxys, des sites. Exactement. Oui, mais même avant, mais bien sûr. Mais là maintenant, de la possibilité d'acheter, exactement. Ce qu'il faut comprendre aussi sur la partie logistique. Quand on parle, là je reviens un peu au début, mais j'avais envie de mentionner ça quand même. C'était une prise de risque. Parce que là-bas, tu pouvais pas retirer de l'argent facilement. C'est même encore aujourd'hui. Et même, moi j'y vais moins, mais voilà, j'ai quand même fait au total 30 voyages, le dernier juste avant le Covid. Et j'ai vu une très grande évolution entre mon avant-dernier voyage en novembre 2010 et au Covid en février 2020, juste avant. Et là j'ai vu, ça n'avait plus rien à voir. Par contre, maintenant t'as les GPS, c'est beaucoup plus facile d'aller un peu partout. Voilà. Mais juste pour finir là-dessus, moi je partais avec 10 à 12 000 euros d'argent espèces. J'ai entendu une histoire, je sais pas, que tu changeais en France, que je changeais en France en amont. T'avais pas envie de te faire piquer ta sacoche ou ta banane ou voilà. Donc ça c'était chaud et c'était une vraie prise de risque. On m'avait même raconté une histoire, je sais pas si c'est vrai, d'une femme qui avait voulu faire ça, mais plutôt pour les mangas et autres, qui avait perdu 6 ou 7 000 euros et qui était vite rentrée chez elle, c'était fini son business. Donc tu vois, il y avait une prise de risque parce qu'en plus, pour revenir là-dessus, parce que je sais pas, je me rends pas compte, mais tu te fais contrôler par exemple. Alors voilà, officiellement, on n'avait pas le droit. Ah oui. Voilà, on avait le droit, je crois, jusqu'à 10 000. Donc ça passait encore, voilà, où on modifiait légèrement la réalité pour pas être contrôlé. Parce qu'être contrôlé, faut bien comprendre que c'est commencé à avoir des problèmes. Donc moi, je passais, je venais pour tourisme et j'essayais d'être, voilà, le plus discret possible, on va dire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'était que c'était une prise de risque. Et que au premier voyage et tout ça, j'avais certainement pas autant, mais même au premier voyage pour ma boutique professionnellement, je mettais tout sur la table. Je perdais ça, je fermais en fait. Voilà. Donc ça, c'est quelque part quelque chose que j'ai bien voulu faire et que j'ai accepté de faire, mais c'était la contrepartie, voilà, à pouvoir acheter un certain volume et à faire un voyage rentable. Et en termes de logistique, tu faisais comment pour le retour ? Je renvoyais des colis. Voilà. D'accord. On faisait des déclarations de douane qui n'étaient pas toujours contrôlées, donc après on les faisait beaucoup plus succinctement. Parce que les premières, moi c'était jeu par jeu, j'ai passé littéralement 4 heures à préparer un colis de, je sais pas, une centaine de jeux. Donc c'était juste pas possible dans ton voyage de perdre une demi-journée pour faire un colis, quoi. Alors j'en faisais entre 12 et 15 en général. Donc voilà, mais ça aussi c'était des grands moments à la poste. Voilà. Et puis souvent, à l'époque, les colis, et je crois que c'est toujours le cas, maximum 30 kilos. Beaucoup en salle, le MS c'était beaucoup trop cher. En salle qui mettait 3-4 semaines. Et puis après, il y avait Funabin en bateau, 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Mais c'était max 30 kilos. Et donc, des fois, j'avais pas le matériel pour peser et tout ça. J'arrivais avec mon colis ouvert. Je disais au gars de la poste, s'il te plaît, tu peux le peser. Mais il fallait se taper un colis de 25-30 kilos dans les mains. Des fois, ça faisait 32. Donc j'enlevais des trucs, je le refermais, mais c'était drôle, voilà, c'était vraiment drôle. Et moi j'allais beaucoup, pour finir aussi sur cette anecdote-là, à la poste qui était vers Kanda, derrière Akihabara, qui ouvre 24 heures sur 24.
D'accord. Mais la nuit, ils ferment le guichet principal et après t'as qu'une petite porte et mon colis énorme, il avait du mal à passer. Les mecs quand ils me voyaient arriver, ils étaient saoulés. Et des fois quand je devais bouger parce que je bougeais de ville et je rendais l'hôtel, etc., j'allais faire mon colis à 2h du mat, j'allais l'expédier. Tu vois, parce que je commençais à le préparer le soir. Et c'est marrant d'ailleurs, hommage à lui, je rencontrais un petit vieux qui était là en train de coller des timbres, qui à mon avis vivait là à moitié, et qui était un client. Et voilà, tout ça, c'est des petites anecdotes humaines vraiment sympas. Parce que tu étais bien accueilli à l'époque. De manière générale, oui. Et puis après, j'avais la chance de parler un minimum japonais, donc ça changeait tout en fait. Voilà, de dire, ah bah ça, à la poche, je parlais que japonais. L'accueil était bon parce que, bon, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que moi j'ai eu le sentiment qu'il y a une dégradation. Totalement. Je partage totalement. Pour y être allé. Et c'est pas pour leur jeter la pierre, parce que moi je peux comprendre. Moi j'ai une analyse là-dessus. Qu'ils en aient assez, bah vas-y, ça m'intéresse. Parce que mon ressenti, c'est qu'il y a eu trop de tourisme justement après Fukushima, parce qu'il faut bien comprendre que les billets d'avion étaient beaucoup moins chers pour inciter beaucoup de touristes à aller au Japon après Fukushima, après 2011, enfin à partir de 2011. Il faut comprendre qu'il y a eu un tourisme de masse qui n'était pas forcément un tourisme passionné du Japon et peut-être un peu plus respectueux entre guillemets. Et donc je pense qu'ils ont été saoulés. Moi effectivement à l'hôtel, tu demandes un truc une fois, ça passe. T'insistes un peu, il commence à être désagréable. Dans les magasins, j'ai vu des gars désagréables. Ce que j'ai très peu vu avant. J'ai même vu 2-3 vols. Bon, ça pouvait être avant. Mais voilà, vol de sac à l'arraché ou autre. Mais voilà, effectivement, j'ai trouvé que là-dessus, ça a régressé. Et en même temps, je les comprends. Ils sont fait saouler par beaucoup de gaijins, beaucoup d'étrangers. Et pour certains, mal polis et irrespectueux. Donc à un moment donné, voilà, c'est assez drôle. Ça me rappelle une anecdote où il y avait quand même un mec, ça c'était à Kyoto, dans la chaîne de magasins. Caméléon quelque chose. D'accord. Et en bas, t'allais à Kyoto, c'était à côté de l'allée principale. C'était du jeu récent, mais à l'étage, il faisait rétro. Et le gars, quand je lui demandais de regarder l'état des jeux, il me les jetait un peu sur le comptoir. Et à un moment donné, on était deux, je commençais à être énervé, et on fait la même chose, et on commence à s'énerver. Après, il s'est calmé direct. Et après, c'est marrant, parce que j'allais le voir tous les 3 mois. Et c'est devenu un peu mon pote, on négociait ensemble, etc. C'est drôle, voilà. C'est drôle de voir que des fois, un petit coup de pression. Je salue David parce que on était au Japon ensemble. On a fait des boutiques. Effectivement, on a l'anecdote aussi d'un vendeur extrêmement désagréable. C'est dingue. Mais oui, c'est bon. Après, on peut les comprendre parce que moi, je vois aussi comment les gaijins interagissent avec eux. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est encore pire parce que t'as même des mecs qui filment. Ah oui, bah voilà, oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas tout ça avant. Ah ouais, bah oui, bien sûr. Et qui parlent comme si qui demandent aucune autorisation. Il faut savoir que pour les Japonais, déjà, même dans une boutique, t'es pas censé parler, tu vois. Bien sûr. Oui, tu parles avec le vendeur. Tu parles, mais tu parles pas fort. Tu fais pas comme si t'étais chez toi. Voilà. Exactement. Et donc, je peux comprendre totalement leur réaction. Très bien. Est-ce que t'avais d'autres choses dans le Écoute, comme ça, je pense que voilà. En tout cas, pour moi, ça a été une super période qui a posé les bases de ma boutique. Et après, ça s'est transformé parce que de toute façon, la demande a évolué vers les jeux européens pâles. Mais j'ai envie de dire aussi, l'ADN, il reste toujours beaucoup de jeux japonais ici. Attends, moi je viens pour ça. Voilà, et j'en rachète toujours beaucoup à des anciens clients, à des collections, etc., à des nouvelles personnes qui me contactent. Et je suis toujours très fan. Moi, j'ai été élevé au jeu Jap. Les jeux pâles, très bien aussi, voilà. Et j'en fais aussi beaucoup, et bien sûr que c'est la demande. Et sur des consoles plus récentes, c'est beaucoup plus présent. Sur la DS ou autre, c'est quasiment que du jeu pâle. Game Boy Advance. Si on devait mettre un pourcentage, là, par exemple, import versus PAL. Faut distinguer deux choses. En termes de vente, chiffre d'affaires ou en termes de quantité de jeux disponibles. Alors, commençons par la quantité. Déjà, généralement, ce que t'écoules en nombre, c'est quoi? C'est plus... alors là, tu parles du chiffre d'affaires, c'est quand même maintenant un peu plus les jeux PAL. Moi, je dirais 60-40. D'accord. Ça dépend aussi des arrivages que j'ai, tu vois. Voilà. Et présent en boutique, c'est un peu 50-50. D'accord. Ça reste, moitié-moitié. Encore une fois, ça dépend des supports. Sur la Wii, je vais avoir très peu de jeux japonais, tu vois, par exemple, voilà. Et donc, des générations, effectivement. Voilà, ça dépend des générations. Et sur la Super Nintendo, je vais avoir beaucoup de jeux PAL, mais aussi beaucoup de jeux Jap, en vrai. Voilà. Donc, le jeu Jap reste très présent, mais le jeu PAL aussi.
Néanmoins, ça a été l'ADN. De 2005 à 2010, on ne faisait que du jeu Jap. Ouais, Et de toute façon, il n'y avait pas de marché pour les jeux français et tout le monde s'en foutait entre guillemets. Il y avait très peu d'intérêt. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça a évolué comme ça. C'est vraiment une chance, voilà, d'être là 19 ans après. Merci d'ailleurs en général aux clients et au marché du rétro gaming. Voilà, les gens à venir. Ouais, bah avec grand plaisir. Et ça reste la boutique la mieux rangée de tout Paris et la plus accessible et j'espère où on est bien accueilli toujours. Ouais, je pense aussi. Alors, un grand merci Régis. Merci à toi. Avec plaisir de partager tout ça. Ouais. J'espère que ça va vous passionner. N'hésitez pas du coup à écrire des commentaires, si vous avez des questions, des réactions. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos, j'espère. Exactement. À très vite. Bonne journée. Ciao. Ciao. Eh bah écoute, c'est pas mal, non? Ouais, je pense que c'est bien. Et en plus, ça a fini.